Hello et bienvenue. Ah oui, bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion, mais on continue d'en parler. Bah bien sûr, évidemment. Et je suis encore avec Merlin. Salut Merlin. Salut à vous tous. Aujourd'hui, eh bien, nous allons, vous le savez, vous avez cliqué sur cette vidéo, on va faire l'analyse des cartes signatures d'Illyana Rasputin, alias Magik. Mais avant de commencer, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, vous mettez le petit pouce bleu et bien évidemment, vous venez aussi sur le Twitch de Marvelous Marvel Champion et sur le Discord, le lien, l'invitation permanente est en lien dans la description. Aujourd'hui, évidemment, j'ai encore mon ami Merlin avec moi pour qu'on se batte. J'essaye de faire un peu de putaclic là comme ça en disant on va pas être d'accord sur ce personnage. Vous avez vu la première vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Bishop, allez sur Bishop. Vous allez voir, ça se finit dans l'octogone en sang. C'est un truc de fou furieux. Et là, aujourd'hui, ça va être encore pire puisqu'on va parler, et je spoil, d'un personnage que je kiffe. Voilà. Je te mets direct la pression, Merlin. Si tu l'aimes pas, va falloir que tu viennes te battre. Alors, je vais affûter mes arguments. Très bien. Donc, Illyana Rasputin, je commence à lire la carte identité et héros. Donc pour 3 de rec, elle a le trait mutant et mystique. Et vous savez, et ça je laisserai Merlin le dire, à quel point le trait mystique est surpuissant. Elle a une taille de 26, point de vie 10, ce qui est plus ou moins dans la norme. En interruption, quand vous passez sous forme de héros, ce n'est pas une interruption forcée, il faut le noter encore, choisissez un sort dans votre pile de défauts et placez-le sur votre deck. Et vous allez comprendre pourquoi je dis sur votre deck, limite d'une fois par phase. C'est comme Bishop qui a lui une réponse. Et ça permet encore d'aller tuto une carte, mais une carte spécifique qui n'est pas pour le coup une carte temporelle, qui est un sort que vous passez sur votre pile de défauts. Qu'est-ce que tu penses déjà de cet alter ego? Comme son acolyte de la boîte, elle a un effet lorsqu'elle change de forme. Donc c'est la même mécanique. Toujours intéressant de récupérer une carte de sa défausse. Souvent on a quelques cartes sympathiques à aller récupérer. Ça c'est pas le temporel, c'est le sort. Ça permet de sortir des cartes de son affinité, de son set. Qu'il peut y avoir des cartes affinités qui ont le trait sort, donc ça permet éventuellement d'aller choisir des cartes d'affinité. Et comme on le remet au-dessus de son deck, et que le trait mystique est certes puissant, mais le trait mutant aussi, il y a des moyens de repiocher assez facilement. Et donc, la carte, sa face héros, on a Illyana Rasputin qui se transforme sous vos yeux ébahis. Et voilà, en Magik, elle a 1 de contre, c'est pas beaucoup, mais on va voir qu'elle a des moyens d'améliorer ça. 2 d'attaque, 2 de def, donc elle garde le trait mystique, elle est X-Men. Et vous jouez avec la carte du dessus de votre deck, face visible. Une fois par phase, vous pouvez jouer la carte du dessus de votre deck comme si elle était dans votre main, en réduisant de 1 son coût en ressources. Perso, c'est un peu comme Domino, chez moi, ce personnage a fait à peu près le même effet que Domino, c'est-à-dire au début je faisais « qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Et moi, de jouer ce personnage avec cette carte, donc on a une taille de 5, voire 6, donc presque 5,5, et sachant que même cette carte, elle est réduite en ressources, et donc on a vu sur le côté alter ego qu'on peut aller chercher un sort, par exemple. Moi, je suis très fan de ce personnage, même si les stats de base sont pas archi pétées, loin s'en faut d'ailleurs. J'aime beaucoup cette mécanique de cartes sur le dessus du deck. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Cette mécanique de carte dessus de deck, c'est un recyclage chez FFG, comme ils savent le faire, avec plus ou moins de succès. C'est Nick Fury. Nick Fury, c'est Gandalf. Gandalf allié. Gandalf héros au Seigneur des Anneaux, de jeu de cartes évolutif, a cette capacité à avoir la carte du dessus du deck.
Toujours intéressant. Aurora Arkham, notre cher Norman Weavers a cette capacité de regarder la carte du dessus du deck. Donc c'est un recyclage qui fonctionne sur les 2 autres jeux, qui fonctionne aussi ici. Sur Mavel, l'effet de Magic, c'est une carte main en plus et un générateur de ressources, en l'occurrence, puisque on peut la jouer comme si elle était dans sa main, donc on a une main de 6, et on peut payer un de moins, donc on a un générateur de ressources de 1. Ce qui est énorme. Avec, avec un seul effet. Et on a la possibilité de faire revenir une carte sort sur le dessus de son deck avec son action d'alter ego, ce qui facilite le choix de la carte qu'on aimerait jouer avec cette réduction. Donc oui, c'est très fort de voir la carte dessus de son deck, sachant qu'il y a des effets de cartes, joueurs et rencontres qui interagissent avec le deck. Donc le fait de connaître le deck, ça aide énormément. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette carte du dessus du deck, qu'on la joue comme si elle était dans notre main, est-ce qu'elle peut nous servir de ressource pour payer une autre carte de notre main? Non, parce que tu ne peux pas jouer une carte ressource. Voilà. Donc ce n'est pas possible. Voilà. Mais c'est une limitation qu'on sait contourner. Voilà. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette mécanique. Au début, j'étais pas très très sûr, sachant que moi, j'ai pas joué ni au Seigneur des Anneaux, ni à Arkham, c'est ça? Aurora Arkham. Aurora Arkham. Donc, j'ai un petit peu découvert cette mécanique et j'ai pris énormément de plaisir. Je trouve que c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'ils réussissent mieux les personnages féminins que les personnages masculins en termes de mécanique. Moi, j'ai trouvé que c'était une mécanique qui m'a vachement plu. Alors, moins que Domino, dans l'idée d'aller tuto, d'aller chercher un petit peu des cartes sur le dessus du deck, parce que finalement, avec Domino, tu sais la carte que tu vas avoir sur le dessus de ton deck. Mais j'ai beaucoup aimé. Enfin, je trouve en tout cas la mécanique hyper intéressante et vraiment efficace. Oui, c'est une mécanique que j'avais explorée sur mon fanmade Destiny, que j'avais pas fini, qui consistait aussi à avoir la carte de dessus du deck visible sans la réduction, mais avec une autre mécanique de réduction. Et j'étais psionique au lieu de mystique, sachant que mystique est plus fort que psionique en termes de traits, et X-Men est également très fort en termes de traits. Donc elle combine un certain nombre de choses très puissantes de base via cette mécanique qui est effectivement très intéressante, mais qui nécessite pas mal de techniques. Exactement, et on en parlera par la suite. Alors je te laisse rentrer dans les decks, dans les cartes signatures, en commençant par l'allié signature. Donc traditionnellement l'allié signature, qu'on trouve quand même dans la plupart des decks, c'est un allié qui coûte 3, c'est Colossus, c'est son frère, hein, Piotr Rasputin. Il a 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. Il a en plus ténacité, donc il arrive avec un tenace pour un coup de 3, donc c'est déjà rien que ça, pas mal. Et on a son effet d'interruption. Quand un ennemi vous attaque, vous jouez Colossus de votre main en payant son coût en ressources. Vous le déclarez en défenseur sans l'incliner. Donc, vous le payez, vous l'inclinez pas, il a un tenace, donc il n'a pas besoin de s'incliner, il perd son tenace traditionnellement, il n'y a pas forcément de perçant, et il est encore debout pour agir derrière. C'est fort. En tout cas, on sait, on a a priori la possibilité d'éviter de prendre une grosse bastos sur un tour, sur un des tours quand on l'a en main, Colossus. Voilà, et je rappelle que la capacité de Magic étant de jouer une carte du dessus de son deck comme si elle était dans sa main, si elle est sur le dessus de son deck, on peut le jouer pour 2. Exactement. Très fort, j'aime beaucoup, c'est une belle... moi, c'est les stats, pour moi, idéales. Le coup de 3, 2-2 et 3 points de vie, c'est, je trouve, le meilleur compromis possible pour un personnage. Alors, c'est vrai que le 2 de contre pour Colossus... tu peux quand même te poser des questions, parce que c'est pas un personnage qui, dans le lore, en tout cas dans l'idée, est un personnage qui contre, c'est un personnage qui frappe. C'est peut-être juste sa présence sur le terrain qui fait que ça peut virer des menaces sur des manigances.
Ouais, et après, le reste de la carte est bien designé, puisqu'on est le grand frère qui vient protéger Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Sûr. Mais carte très bien. On enchaîne avec les limbes. C'est un soutien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un petit soutien, tiens. Pour 1, elle a le trait dimension. C'est nouveau, ça vient de sortir. En réponse, après le début de la phase du méchant, inclinez les limbes. Vous échangez une carte de votre main avec la carte du dessus de votre deck. Et en action, vous inclinez les limbes. Vous échangez une carte de votre main avec la carte du dessus de votre deck. Ah, tu vas me dire, mais t'as dit 2 fois la même chose ou quoi? En fait, c'est une carte qui va agir à plein de moments, quoi. C'est une carte qui présente l'avantage d'agir soit à la face des joueurs, soit à la face du méchant, Voilà, au choix, mais une seule fois, puisqu'elle s'incline. bien sûr. Donc, il faut choisir à quel moment on veut l'utiliser, mais effectivement, on peut l'utiliser dans l'une des 2 phases au choix, ce qui est toujours intéressant d'avoir un choix. Et puis changer la carte de dessus de son deck. On parlait de la ressource coincée au-dessus de son deck, et ben on vient de résoudre le problème de la ressource coincée au-dessus de son deck. Exactement. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que déjà c'est une action, c'est pas une action de héros ou d'alter ego, c'est une action générale. Comment on définit, pour les joueurs qui découvrent encore un petit peu Marvel Champion, le début de la phase du méchant? Parce que c'est après le début de la phase du méchant. Donc est-ce que c'est avant qu'ils mettent les premières menaces sur la manigance, ou est-ce que c'est après? Alors, oui, effectivement, une fois qu'on a fini la phase des joueurs, on commence la phase du méchant. Et la première étape de la phase du méchant consiste à mettre de la menace sur la manigance principale. Donc ça, c'est la première étape. Comme c'est après le début, c'est donc entre le moment où le méchant commence à jouer et l'étape 1. Donc c'est avant de mettre de la menace sur la manigance. Voilà, donc c'est vraiment au tout début. Je pense que pour moi, ils auraient dû corriger un petit peu le wording là-dessus. Parce que je me dis, au début de la phase du méchant, incliner les limbes. Parce que je trouve que c'est après le début de la phase, tu sais pas très bien où tu pourrais, tu vois, agir. Je trouve que c'est pas très clair à cet endroit. Voilà. Donc là, c'est effectivement au tout début, avant de mettre de la menace. Ouais, voilà. Comme ça, Ils auraient pu effectivement le mettre après l'étape 1 de la phase du méchant. Ouais, voilà, d'essayer de trouver un peu voilà, ce genre de précision. Voilà, comme tu dis, c'est la possibilité de pouvoir échanger cette carte. Et puis bah aussi, si on a une carte dans notre main qui nous coûte par exemple 3, bah, c'est la possibilité, si on veut la jouer ensuite, de la mettre sur le dessus de notre deck pour essayer effectivement de réduire son coût. Donc je trouve que c'est vraiment bien comme soutien. On enchaîne, je te laisse lire sur la couronne. Juste avant sur les limbes, pourquoi c'est mieux d'être avant de mettre de la manigance? Parce que si pour X raison on sait en empêcher, c'est toujours mieux de pouvoir faire quelque chose avant de mettre la menace pour potentiellement éviter qu'elle passe. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc voilà. La suivante, c'est une amélioration qui coûte 2, qui est unique, qui s'appelle la couronne de Magic. C'est un objet. Magic gagne solide. Donc je rappelle que solide permet d'avoir besoin de 2 cartes état au lieu d'une pour être sonné ou désorienté, suivant la nature de la carte état. Et on va avoir un effet permanent qui va dépendre de la carte qui est au-dessus de son deck. Si on a une ressource mentale ou une ressource libre, on va gagner +1 en contre. Sachant qu'elle a 1 de contre de base, ça peut l'amener à 2 de contre. C'est énorme quand même de gagner l'état solide, pour 2. Oui, je dirais que c'est... Voilà, le contre, elle a que 1 de contre. Le bonus en contre paraît pas forcément essentiel. L'état solide qui, lui, n'est pas conditionné, c'est quand même extrêmement pratique. Ah ouais, franchement, il te faut 2 états sonnés ou 2 états désorientés pour l'être. Ouais, moi, je trouve ça très fort. Pour 2... Après, évidemment, ça va être circonstanciel, cette histoire de gagner 1 de contre ou pas. Mais franchement, je trouve que pour moi, c'est une excellente carte, une excellente amélioration pour elle. Je suis d'accord. Enfin, bonne. Moi, j'irais plutôt bonne pour le coup.
Excellent. On commence à se battre. Vas-y, la suite. Ouais. Soul Sword pour 1, une autre amélioration. Pareil, alors c'est le pendant au niveau attaque, parce que les attaques donc c'est une arme, elle a le trait restreint, les attaques de base de Magic gagnent perçant, c'est quand même pas rien. Et tant que la carte du dessus du deck a une icône, je crois que c'est parce que là, tu me l'as retiré devant les yeux, voilà, merci, a une icône de force ou libre, elle gagne +1 d'attaque. Donc elle a potentiellement 3 d'attaque avec perçant. Très fort, moi je trouve. Pareil. Oui, bon, c'est d'attaque de base. Un perçant est toujours utile. On a quand même beaucoup de tenaces qui traînent. Des tas tenaces, donc c'est toujours pratique d'avoir perçant. Bon, c'est un attachement restreint, donc faut pas oublier 2 restreints maximum sur la table. Alors, est-ce que tu lui mettrais d'autres choses restreintes à Magic? De cartes affinité, honnêtement, pas forcément. Ouais. Même si on peut toujours se poser la question d'un Ironborn en agressivité, c'est pas forcément ce que je mettrais en priorité sur elle. Donc elle ne pourra jamais être 2-3-2 en même temps, sachant qu'il n'y aura jamais forcément les mêmes... Alors, est-ce qu'il peut y avoir des cartes qui ont les icônes à la fois... Si tu as une icône libre, tu peux avoir +1 en attaque. Tu auras +1 en attaque et +1 en contre. Ouais. Parce que ça peut marcher avec la couronne? Ah oui, je suis con. Oui, il y a libre. J'ai pas vu. Je crois que c'était éclair. Pardon. Ouais. Ah si. Donc, si tu as une icône libre, elle est 2-3-2, quoi. Tout à fait. Perçant et solide. C'est pas mal. Franchement, c'est carrément pas mal. Moi, je sais qu'à chaque fois, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, évidemment, on a ça. Je te laisse la lire. On a une 3e amélioration pour accompagner Magic. Cette 3e amélioration coûte 1. C'est une armure mystique. Donc, après les attaques perçantes et le solide, maintenant, on a la riposte 1. Aussi utile pour les tenaces, toujours pareil. Et on a un effet permanent où l'icône de défense, c'est l'énergie, classiquement. Donc là, l'effet permanent est associé à l'énergie. On a de nouveau l'effet libre, la ressource libre. Donc si on a la ressource libre, on aura les 3 bonus. Et cette fois-ci, c'est +1 défense. Alors sur les 5 parties que j'ai faites avec elle, j'ai jamais... Enfin, je l'ai toujours laissé passer cette carte parce que je trouvais que le 2 de def était déjà pas trop mal. Et la riposte, j'avais jamais vraiment eu l'occasion de l'utiliser. Mais elle est potentiellement donc 2-3-3, quoi. Si t'as l'icône ressource, enfin si t'as la ressource libre, alors faut que ça soit, c'est évidemment circonstanciel, mais on a un 2-3-3 avec riposte solide et perçant. Ça va, ça lui permet d'être tanké à ce moment-là, quoi. Voilà, après, je dirais que le choix des 3 améliorations va aussi dépendre de l'affinité ou de la façon de jouer, puisque en fonction de ce qu'on veut faire, on ne fera pas forcément les mêmes choix d'amélioration en priorité, en tout cas. Exactement, ouais, tout à fait. Et c'est ça que je trouve plutôt sympa, parce que c'est ce que j'aime, moi, avant tout, c'est les personnages très versatiles qui peuvent s'adapter à beaucoup de situations, et je la trouve assez adaptative. Ensuite, prédire l'avenir. Pour 0, c'est un événement en un seul exemplaire, et on comprend pourquoi. C'est un sort, action, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, vous en piochez une, vous en défaussez une, et vous en remettez une sur votre deck. Ça permet de tuto vraiment tout ce qui peut se passer dans ton tour, quoi. Ouais, c'est presque le futuriste de Tony Stark. Ouais. Donc pour ceux qui se souviennent des héros de la boîte de base. Je conseille toujours Iron Man, qui est un héros très fort d'ailleurs. Donc Iron Man, il en pioche une, il en défausse 2. Là, on en pioche une, on en remet une au-dessus de son deck qu'on peut jouer à -1 et on défausse sa 3e. Donc effectivement, une carte très intéressante. C'est un sort. Donc je rappelle qu'en Alter Ego, on peut récupérer un sort. Ouais. Donc on peut la remettre au-dessus de son deck. C'est incroyable.
Après, en plus, elle coûte 0. Enfin, vraiment, on comprend qu'il n'y ait qu'un seul exemplaire de cette carte, quoi. Du fait de pouvoir aller la tuto, justement, de sa défausse. Bah oui, facilement Donc, la faire revenir. C'est très très fort. Tu nous lis la suite? Ensuite, on a les disques de téléportation qui sont dans 3 exemplaires. Ce sont des événements qui coûtent 1 et super pouvoir. Donc, intense concentration, éventuellement. Jamais tu les payeras 1 de toute façon. Voilà, éventuellement, mais bon, c'est pas forcément indispensable, mais en tout cas, on peut, si on a envie, de s'orienter là-dessus. Je le conseillerais pas, mais en tout cas, c'est possible. Action de héros, redressez votre héros. Choisissez dans votre pile de défausse une carte du set Magic dont le titre n'est pas disque de téléportation et placez-la sur votre deck. Donc on a cette fois-ci un tuto en héros. Parce qu'on n'en avait pas assez en alter ego, donc là cette fois-ci, on a la possibilité de le faire en héros pour faire revenir une carte de son set. On voit bien que on a un certain nombre de capacités pour faire revenir des cartes dans son deck ou sur son deck avec Magic. Moi, cette carte, ça m'a fait gagner. Hein. Bah, à chaque fois, de toute façon, je la payais après 0 en la mettant sur ton deck. Moi, je trouve ça extrêmement fort. Puis le fait de pouvoir te redresser, comme d'habitude, une carte qui te permet de te redresser, que tu vas pouvoir jouer la plupart du temps pour 0, et d'aller tuto et de la placer sur ton deck derrière, c'est une dinguerie. Et les événements sont pas dégueulasses en plus. Et clairement, si tu joues sur les stats, les augmentations de stats, en agressivité, tu peux facilement être à 4 d'attaque. Ouais. Donc, tu te redresses, tu fais 8. Quoi. Non, c'est incroyable cette carte. C'est vraiment, vraiment incroyable cet événement. Et en 3 exemplaires, et c'est ça, c'est assez drôle qu'ils disent, tu peux aller chercher les cartes, mais pas celle-ci, hein, les gars. Elle est suffisamment forte comme ça, tu peux pas te la remettre dans la main. Ouais, t'en as déjà bien assez. Ouais. Ensuite, tu peux faire avec prédire l'avenir, par contre. Ensuite, on a l'exorcisme pour 2, c'est un événement. Sort contre, action de héros, en contre, vous retirez 4 menaces d'une manigance si la carte du dessus de votre deck, de votre deck a une ressource mentale ou libre. Vous désorientez le méchant. 2 pour 4, plus un désorienté de possible, j'entends. Moi j'adore. Hein. Un 2 pour 4, c'est pour la justice, avec une ressource mentale. Ouais. Mais effectivement, il y a une possibilité de bonus en désorientant le méchant. Donc c'est une bonne carte de contre, avec un effet bonus intéressant pour pouvoir aller faire un petit tour en alter ego tranquille. D'où l'idée que les limbes nous permettent, selon la situation, si on voit qu'on a besoin de retourner en alter ego et puis de passer en principe un tour en alter ego assez détendu, c'est là qu'on peut aller tuto, qu'on peut aller mettre une carte avec une ressource libre ou mentale par la suite, quoi. Donc je trouve que j'aime vraiment beaucoup toute cette mécanique. Elle me rend dingue. Frappe de l'âme pour 2, c'est la même chose, hein. Mais pour attaquer, vous infligez 4 dégâts à un ennemi. Si la carte du dessus de votre deck a une icône de ressource, force ou libre, et vous sonnez cet ennemi. 2 pour 4, c'est pas fou, c'est sûr. Mais le fait de pouvoir sonner... C'est vrai qu'en général, les attaques font un peu plus que la menace. Et là, on a effectivement les mêmes chiffres. Donc, ce qui est moins classique. Mais ça reste la possibilité de sonner. Des héros qui sonnent et désorientent. À part contre quelques méchants ou quand ils sont solides, mais même quand ils sont solides, toujours intéressant de pouvoir en faire un, en faire un deuxième et c'est réglé. Ouais. Donc voilà, toujours très puissant le sonner désorienté. Bon là, c'est un événement pas très cher, très bien. Il y aurait presque un stunlock de possible. En tout cas, on voit qu'elle va pas mettre des grosses pêches en permanence. En tout cas sur ces cartes affinités comme ça. Mais voilà, ça va grappiller. C'est pour ça que je pense aussi encore beaucoup à Domino. Et tu nous lis la dernière ?
Oui, c'est une barrière magique. Traditionnellement, un petit événement de défense pour finir un set. C'est un événement qui coûte 1. C'est classique aussi pour les événements de défense. Il y en a beaucoup qui coûtent que 1. Quand un ennemi initie une attaque, donc c'est au moment où il initie son attaque qu'on peut prévenir 3 dégâts de cette attaque. Et si la carte du dessus de votre deck a une icône énergie ou libre, on peut lui faire 3 dégâts. Comme c'est un ennemi initie une attaque, donc si c'est un sbire qui vous attaque, vous allez le tuer avant qu'il ait poursuivi son cycle d'initiation, potentiellement. On a vraiment envie d'avoir des cartes de ressources libres en permanence sur le dessus du deck. Et c'est en 2 exemplaires, événement de défense. Et encore un sort qu'on peut tutorer avec sa capacité de passage dans l'alter ego. Voilà, et bien donc maintenant on va passer effectivement aux notes, et le combat tant attendu entre Merlin et moi va désormais commencer. C'est une carte identité, enfin la double carte identité, donc entre l'alter ego et le héros, avec une mécanique que moi j'aime énormément. Vraiment, je laisserai ma note aussi pour sur la dernière note sur le côté fun et subjectif. Moi j'ai vraiment trouvé ça très fort d'avoir cette... comme tu dis, si bien, ce générateur de ressources inclus à la mécanique du personnage. Je trouve ça vraiment très très bien. Alors évidemment, le petit 1 de contre va faire baisser la note générale. Tu peux pas lui donner un 5 parce qu'il n'y a que 1 de contre. On voit que, mais elle aurait eu 2 de contre, ça aurait été complètement craqué, je pense, de partout. Mais le trait mystique aussi est super fort, comme tu nous l'as dit. Donc il y a possibilité de faire du deck build avec elle qui soit pas du tout dégueu. Donc pour moi, je me suis lâché, je lui ai mis carrément un 4,5. Moi je vais mettre 5. Ah ouais. il va plus loin que moi, d'accord. Toi tu mets 5 direct. Je vais mettre 5. Le mystique, le trait mystique lui permet d'avoir une taille de main en réalité de 7. Avec le sorcier suprême. C'est vrai. Le trait X-Men lui permet d'avoir une main de 8 avec Moira lorsqu'elle va flipper en alter ego. Enfin, le trait mutant plutôt que le trait X-Men. Donc les traits mutants X-Men sont hyper puissants. Le trait mystique est hyper puissant et la capacité d'avoir un générateur inclus. Donc on est en train de dire qu'elle a en réalité une main de 7 cartes avec un générateur de ressources inclus, juste en posant une carte. Et là on a une de plus en faisant du flip-flap et en posant une deuxième main. Pour moi, c'est dans les top cartes identité du jeu, clairement. Tu vois, t'as été encore plus gentil que moi, quoi, en fait. Ouais, bah allez, mettons 5. Moi j'hésitais, j'avais peur sur le 1. Non, mais c'est vrai que de toute façon, les différents critères, c'est aussi est-ce que voilà, cette mécanique est un petit peu innovante et est-ce qu'elle fait... Alors, innovante pour Marvel Champion, j'entends, pas pour effectivement ceux qui connaissent Aurora Arkham et le Seigneur des Anneaux. Mais moi je trouve que c'était assez fort. Pourquoi je lui mettais pas 5? Effectivement, c'est pour ce 1 de contre. Et je trouve que voilà, c'est le 10 de points de vie. Bon, il est un petit peu compensé quand même par le 2 de def. Mais moi, je vais aller dans ton sens. Je vais lui mettre 5. Ça me va très bien. Et maintenant, pour les cartes signatures, qu'en penses-tu? C'est un set très équilibré. Encore une fois, elle a des bonus à ses stats et du redressement. Donc, encore une fois, il y a une vraie recherche de synergie. Les limbes qui permettent d'échanger la carte. Bon, le sonnet désorienté est presque de trop, je trouve. Et renforce peut-être un peu trop ses capacités. Je sais pas si c'est pas un poil trop. Presque en termes de puissance, ça me gêne, pour être honnête. Le reste est très bien calibré, va bien dans l'esprit de la construction du set.
Et je mettrais bien un 4, mais je m'arrêterais à 4 du fait que je trouve que les deux événements d'attaque et de contre n'auraient pas dû avoir leur sonnet désorienté de mon point de vue en termes d'équilibre. Ouais. Bah moi j'irais quand même d'un 4,5 parce que dès qu'elle va se retrouver quand même face à un mec un peu solide, ça va être moins facile à utiliser ce genre de stats. Et 4,5 parce que je peux pas aller à 5 parce qu'évidemment elle a pas de carte burst qui puisse, tu vois, mettre 8 points de dégâts d'un coup ou ce genre de choses. Et évidemment, c'est là où pour moi ça aurait été vraiment très pété, sachant que le sonnet, le désorienté reste quand même un peu conditionné à la carte sur le dessus de ton deck. Bon, il peut toujours y avoir des situations où... Enfin, moi, il y a eu plein de situations, j'ai fait 5 parties, hein, j'en ai pas fait 40. Il y a quand même plein de situations, pas mal de situations où t'as pas forcément la carte ressource que tu veux, ou alors l'icône ressource que tu as sur le dessus de ton deck, bah, tu veux la garder pour une autre carte. Donc voilà, c'est pas toujours... moi, j'ai pas pu assez souvent sonner, par exemple, les méchants d'en face. Je comprends, toi, ton envie d'équilibrage, mais si on essaye aussi, tu vois, de regarder, je dirais de manière un tout petit peu plus... c'est difficile d'être objectif, encore une fois, hein, à 100%. Le set tel quel, il est quand même assez craqué, quoi. Donc... Oui. Et un peu trop, à mon goût. Ouais, on ira sur le 4,5, on va on va le punir là, sur le demi là, où tu mettras tes propres notes. Pas de souci. Alors, sur le deck building, j'avoue que je vais plutôt m'en remettre à toi, parce que j'ai vraiment joué pour le coup qu'avec le set de base, enfin le préconstruit, parce que j'ai pas eu le temps véritablement de me jeter vraiment dessus, donc je vais vraiment te faire confiance. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que l'agressivité, ça lui va bien, parce qu'elle a à peu près ce qu'il faut pour se défendre. Et qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a des mécaniques qui peuvent la faire monter à 3-4 d'attaque, qui peuvent l'aider vraiment en attaque de base à faire des dégâts. Je la vois pas naturellement. Alors, pourquoi pas en commandement avec le sidekick de Colossus qui peut quand même mettre des grosses pêches. La justice, je pense qu'elle peut tourner, et la protection, why not, en évitant de... Mais elle a aussi envie d'aller en alter ego pour aller rechercher des cartes temporelles. Donc, moi, comme ça, tu vois, je serais dans le 3, 3,5, quelque chose dans le genre. Mais je vais vraiment m'en remettre à toi sur le deck building là-dessus. Alors, c'est un héros qu'on peut construire dans les 4 affinités très facilement. Alors, je ne sais pas si l'acolyte, c'est forcément ce que je privilégierais, mais tu peux la construire en bleu autour des X-Men. Tu peux la construire en protection autour de la défense parfaite. Tu peux la construire en protection en redressement. Tu peux la construire en justice pour avoir des bonus. Même si effectivement elle va contrer un peu moins avec sa capacité, mais elle va contrer avec ses cartes et attaquer. Et puis en agression, effectivement, elle tourne très bien, puisqu'elle est assez facile de faire revenir les événements de contre. Donc on peut la jouer assez facilement dans toutes les affinités. Encore une fois, le trait X-Men et le trait Mystique donnent accès à des cartes basiques, déjà sans parler des cartes affinités, des cartes basiques très fortes. Vous pouvez avoir le Manoir X pour vous soigner, vous pouvez avoir Moira pour piocher les cartes, vous pouvez avoir le Sorcier Suprême pour avoir une carte de plus en main. Ouais. Déjà ça. Et puis si vous voulez vraiment jouer sur les cartes de son set, vous avez l'éducation des mutants, je crois, en français, Mutant Education, ouais. Qui est une carte basique, un événement 0 en alter ego qui permet de remélanger 2 cartes de son set. Ouais. C'est pas forcément hyper intuitif parce que son interruption va être gâchée puisque on va pas forcément vouloir remélanger la carte qu'on a remise sur le dessus de son deck. Mais éventuellement, on peut la changer avec Limbo, puisque Limbo marche en alter ego. Il y a énormément de combinaisons possibles
en termes de deck building, le fait d'avoir ces 2 traits lui offre des ouvertures très nombreuses. Elle a accès au sort, la Ouais, donc c'est méditation badass, spirituelle ouais. pour recycler son deck, qu'on en pioche 2, on en remet une. Hmm. Ça augmente la possibilité d'avoir la carte qu'on veut au-dessus de son deck, une méditation spirituelle. Elle a accès aux sorts d'affinité qui sont tous les 4 très puissants puisqu'ils sont limités à un seul exemplaire par deck. Ouais. Le sort d'attaque qui peut aller faire jusqu'à 5 dégâts en défaussant des cartes. Vous avez des capacités, rien que sur les cartes basiques, vous avez du choix, vous pouvez orienter sur les 2 traits ou sur un seul trait, déjà vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez ensuite la jouer dans toutes les affinités, elle tourne très bien dans toutes les affinités. C'est vraiment des choix, vous voulez jouer avec des alliés, est-ce que vous voulez plutôt faire de l'attaque, vous faites de toute façon un peu de contre, si vous jouez en agressivité, et un peu d'attaque si vous jouez en justice. Et puis en protection, vous pouvez défendre pour vos potes si vous jouez en multi, très facilement. La défense désespérée, elle coûte 1 de base, elle est gratuite au-dessus de vos decks. Vous n'avez même pas besoin de l'avoir en main. Vous pouvez la poser en réponse des limbes, vous pouvez la poser pendant le tour des méchants, vous pouvez la jouer gratuitement, pour adresser. Elle a un +1 assez facilement en défense, puisque la défense désespérée est un éclair. Ça tombe bien. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités de construction de deck dans toutes les affinités et autour de ces 2 traits. Donc pour moi, vraiment le deck build, il est hyper riche en termes de possibilités et de façon dont on veut jouer, parce que ça va même changer la façon dont on veut jouer. C'est-à-dire qu'il y a de la versatilité dans le set, mais en même temps, on peut avoir de la versatilité dans les choix de build qui peuvent être très différents. On peut être que Mystique, que X-Men, on peut être les 2, même si je pense qu'il ne faut pas se passer du Sorcier Suprême. Mais vraiment, on a des choix de construction de deck qui peuvent faire des decks très variés dans toutes les affinités. Et moi, je mettrais un 5 en deck build, tellement les capacités sont grandes de deck build. Allez, moi je suis ta folie. Et maintenant, en termes de prise en main, de rejouabilité et de fun. La prise en main, on est quand même dans quelque chose d'un tout petit peu plus tricky à jouer. Je dirais même très rude. Ouais. Alors, c'est un peu comme Domino. Où Domino, il y a quand même une prise en main qui est quand même un peu complexe. Je ne conseille pas du tout aux jeunes joueurs Magic, parce qu'elle va être un peu complexe quand même, un petit peu à prendre en main. Mais bon, une fois que tu as fait, je sais pas, une dizaine de parties avec, je pense que tu comprends. Puis comme tu dis, effectivement, sur la grande possibilité de deck build que j'avais pas vu moi, il y a visiblement quand même beaucoup de choses à faire. Donc c'est pas un personnage qui semble être très facile à prendre en main. Même moi au début, j'ai un petit peu galéré, même évidemment. Si bien sûr, je le précise, je n'ai joué qu'avec le deck préconstruit. Et puis, en termes de rejouabilité et de fun, comme on vous a dit, c'est un personnage qui va être assez versatile, qui va pouvoir s'adapter quand même à un grand nombre de possibilités. Enfin, un grand nombre de possibilités de méchants ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve que c'est très fort. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à faire ces 5 parties. Je me sens pas lassé du tout de la mécanique de ce personnage. Enfin, pas en 5 parties. Il y a des personnages, par exemple, on l'a vu dans la précédente vidéo, moi, Bishop, très vite, j'ai compris que ça allait être fort, mais que j'allais un peu m'emmerder. Et comme c'était avec le cas de Cable et Domino, Cable, j'ai trouvé ça très fort, mais j'ai très vite compris que je m'emmerdais. Alors que Domino, j'ai été comme un dingue. Et Magic, j'ai beaucoup aimé. Alors, à savoir, est-ce que je préfère Magic ou Domino? Mon cœur reste encore sur Domino parce que, je sais pas, il y a un truc qui me plaît encore plus dans ce personnage. Je croyais que tu allais dire Scarlett. Alors, Scarlett, elle est hors concours. Scarlet Witch, elle est hors concours parce que c'est le cœur qui parle trop. Mais c'est vrai que je pense que dans mon top de personnages, si je voulais dire féminin, on aurait Scarlet, Magic et Domino, mais ça, voilà, je peux jouer avec les 3 sans aucun problème, même si Magic c'est la dernière et que je la maîtrise quand même beaucoup moins. Non, pour moi c'est quand même
si je lui donne 5, c'est juste complètement fou, sa note finale et ça passe devant le Doctor Strange. Mais je suis quand même... Voilà, c'est un 4 parce que je trouve que la prise en main est quand même pas évidente. Et voilà. Et toi, en ce qui te concerne? Alors moi, en ce qui me concerne, l'aspect prise en main, je vais vraiment le noter très bas parce que c'est pour moi très complexe. Et pour le coup, il est vraiment dans le dernier tiers et vraiment au fond en termes de complexité. Donc c'est vraiment un personnage. Alors oui, tu peux commencer à le jouer, mais rien que le deck builder, c'est complexe et l'utiliser, c'est complexe. Donc cette partie-là, ça s'adresse vraiment pas à des débutants et du coup je vais descendre ma note avec ça. Par contre sur la rejouabilité, là je vais être très haut parce que c'est très rejouable. Fun, je sais pas si c'est fun, c'est versatile, c'est puissant, c'est original. Et du coup moi ça me fera une moyenne de 3 pour le coup entre les deux aspects. Parce que oui, je tiens compte du fait qu'elle est très complexe à utiliser. D'accord. Et on va faire une moyenne entre ta note et la mienne, ce qui va nous amener à 3,5 et ce qui va lui faire quand même un sacré 18 sur 20 pour Magic. C'est, je crois, l'une des plus hautes notes que j'ai dû mettre avec Strange. C'est quand même très 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 fort et c'est particulièrement inattendu pour un personnage comme celui-ci. Je dirais comme celui-ci dans le sens où c'est pas un personnage qui est extrêmement connu du grand public, c'est pas un personnage qu'on pouvait, imaginer, en tout cas à ce niveau, même si toi tu lui donnais, tu vois qu'un demi-point ça serait une note de 17,5, ce qui la met vraiment dans le top tiers. Toi, tu la mets, si on devait faire demain une tier list, chercher les mots, est-ce que toi tu la mettrais vraiment tout en haut? Elle serait pas très loin de Strange et de Spider-Ham. Je sais pas s'il serait à côté ou juste en dessous, mais elle serait pas très loin du même niveau. Ouais. Moi je la trouve vraiment très 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 forte. Et puis quand je parle de fun, c'est le côté, est-ce qu'on prend du plaisir? Et par exemple, c'est vrai qu'avec Domino, c'est un personnage qui est compliqué, mais effectivement, quand tu arrives à faire des bonnes sorties, il y a quelque chose de tellement plaisant à réussir à faire des bonnes sorties avec des personnages comme ceux-là, que tu as envie, effectivement, Enfin, t'es hyper content. C'est là où je parle véritablement de fun. Mais je suis d'accord avec toi, la prise en main, elle est quand même pas simple. Voilà. Et puis j'ai vu des parties, je joue souvent en multi, et même si je joue pas forcément les personnages, j'ai vu beaucoup de parties avec Domino et récemment avec Magic. J'ai un pote qui a beaucoup joué Magic. Sur Domino, il y avait des phénomènes que certains tours étaient compliqués, tu pouvais pas forcément faire ce que tu voulais, sorti de tes 2 coups de pistolet. J'ai pas vu ça sur Magic. Ouais. Magic a jamais été bloqué, elle a toujours eu des choses à faire, elle a toujours pu s'adapter à la situation. Ce que Domino a fait moins bien au final. Hyper intéressant d'ailleurs à jouer en multi Magic Domino, il y a un truc assez... on n'a pas eu de partie où il y en avait et Magic et Domino, mais en tout cas, il y a des... C'est plutôt le même joueur qui joue au Domino et qui aime bien Domino et qui aime bien Magic. Donc pour l'instant, il n'a pas eu les deux, mais il faudrait peut-être... faudra sur un Twitch prochain, on se tentera ça tous les deux. Ouais, ça pourrait être rigolo à voir ce que ça peut donner. Ça peut être assez détonnant. Et en tout cas, je pense qu'il y a quand même possibilité de faire une belle vidéo deck ultime de Magic que tu vas nous préparer, Merlin. Ouais, ça je peux préparer quelque chose. Et est-ce qu'on a une petite carte bonus après tout ça, après toutes ces émotions? Oui, j'en ai sélectionné une dans le set préconstruit qui accompagne Magic. Le sort primaire. Sort primaire. Donc le sort primaire qui s'adresse uniquement à Mystique et donc au Mystique, donc à Magic, à Strange et à Scarlet. Pas les plus mauvais héros, pas les... Voilà.
C'est un sort, hein, donc on peut aussi tutorer avec la capacité de Magic, et qui a surtout l'avantage énorme de pouvoir choisir parmi des effets en fonction des circonstances. On peut soit soigner 3 dégâts d'une identité, donc en multi, vous pouvez soigner votre pote, ne l'oublions pas. Vous pouvez retirer 3 menaces d'une manigance, donc c'est 2 pour 3, et vous pouvez infliger 3 dégâts à un ennemi. Bon, les dégâts paraissent moins bien, mais ce n'est pas une attaque. Donc vous pouvez le faire si vous n'êtes pas désorienté, vous ignorez les ripostes, etc. etc., etc. Donc c'est une carte essentielle, je pense, pour les mystiques. Je conseillerais de les mettre dans Scarlet, dans Strange et dans Magic. Ouais, très très fort. D'autant que quand on la tuto sur le dessus du deck, elle coûte plus que 1 pour Magic. Tout à fait. Donc le 1 pour 3 de quoi que ce soit, ça vaut carrément, carrément le coup. Non, non, moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et puis c'est une carte évidemment basique, donc qui n'est pas liée à une affinité, qu'on va pouvoir mettre dans n'importe quel deck. Ça c'est très, 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 très fort aussi. Eh ben c'est tout. C'est tout les amis pour cette longue encore analyse de Magic, hein. On a enregistré les 2 vidéos à la suite. Je te remercie Merlin encore d'avoir pris tout ce temps avec moi aujourd'hui et moi qui suis encore dans mon décalage horaire. Merci de m'avoir invité. C'était bien de pouvoir partager avec, ouais, et puis avec la communauté. Voilà, vous nous direz en commentaire si ces analyses maintenant avec Merlin sont forcément beaucoup plus pertinentes que moi tout seul, où il y a des choses que je vois pas assez, où j'ai pas une vision aussi étendue et globale que celle de Merlin. Voilà, vous avez vu cette note fantastique de Magic. Dites-nous maintenant en commentaire, vous, combien vous lui mettez. Est-ce que vous avez un deck des enfers à nous présenter? Bah, vous venez sur Discord et puis bah voilà, vous m'envoyez un petit MP et faites-le avant que Merlin le fasse, parce qu'une fois que Merlin m'aura envoyé son deck ultime de Magic, eh ben, il n'y a plus rien qui pourra passer derrière. Mais bon, vous avez vu que si Merlin lui met 5 en deck building, il y a la possibilité de faire 4, voire un 5e deck. Enfin, dans 4 affinités plus un deck totalement gris que tu serais totalement capable aussi de nous créer. Ouais, on pourrait peut-être regarder Pool aussi en parlant de deck. Mais ouais, c'est vrai. Cette folie. Non, bon, voilà. Bon, bah, on a encore du boulot devant nous. On va continuer de parler de Marvel Champion. N'ayez crainte. Moi, je vais bientôt retrouver Blacky aussi parce qu'il y a encore des cartes de Star Wars Unlimited qui sortent. Et je sais que Star Wars Unlimited et tous les jeux de cartes à collectionner, Merlin ne s'en approche pas. De toute façon, je crois que t'as un truc de la part de la police, t'as pas le droit de t'approcher d'une carte, d'un jeu de cartes à collectionner de moins de 100 mètres, hein, c'est ça? C'est un peu ça, et le placard au fond de mon grenier témoigne d'une passion passée à éviter de reproduire. Faut tout vendre. Faut tout vendre, Merlin. Ah, je suis pas sûr que mes Star Wars qui ont 25 ans valent encore grand chose. Mince. Bon, bah, peut-être que ça reviendra à la mode peut-être un jour. Bon, en tout cas, merci encore à toi, Merlin. Et nous autres, nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.